Et si on pouvait connaître l'avenir avec bien plus de fiabilité que les voyantes? Et si on pouvait bien plus facilement connecter avec les gens sans faire de faux pas? Bienvenue, ici Lucien Roy et c'est un plaisir de te retrouver dans ce 14e épisode de Pouvoir et Influence, le podcast du dimanche à 10h30 qui te dévoile les plus grandes stratégies d'influence et surtout comment t'en servir pour devenir plus impactant et aller au bout de tes ambitions en maîtrisant les dynamiques sociales. Dans cet épisode de la série 48, qui est donc issu des 48 lois du pouvoir de Robert Greene, c'est un livre que tu trouveras très facilement en anglais et en français, on va parler de sa 14e loi qui est intitulée « Présente-toi comme un ami, travaille comme un espion ». Alors moi, quand on me parle d'espion, je pense bien plus à James Bond que à mon quotidien. Je me dis que, effectivement, on peut se présenter comme un ami parce que les ennemis de James Bond sont bien souvent dans son lit. Mais j'ai trouvé cette réalité un petit peu éloignée de moi, parce que je ne détiens pas les codes nucléaires, je ne traite pas avec de l'information secret défense, et finalement, l'information, pour moi, n'est jamais un enjeu crucial, et bien au contraire, si ça devait avoir un enjeu crucial, ce serait un enjeu de partage, un enjeu de diffusion. Et en plus, dans mon industrie, dans l'industrie des gens qui veulent partager de la connaissance, on préfère généralement se concentrer sur nous plutôt que se concentrer sur la concurrence, parce que si on suit trop les tendances, si on se retrouve happé par la mode du moment, on ne fait rien d'original, on ne crée rien de nouveau, et la valeur qu'on apporte est nulle. Et du coup, j'étais un petit peu embarrassé, parce que j'avais promis de traiter ces 48 lois dans l'ordre une par une, mais finalement, je me disais que ça allait être un petit peu compliqué pour celle-là. Alors, je ne te garantis pas que l'épisode sera aussi long que les autres, mais j'ai finalement quand même trouvé quelques idées qui peuvent s'appliquer dans un cadre un peu plus pacifique et positif que un truc d'espion où c'est carrément la guerre. Parce que je pense que même si tu n'es pas un espion, imagine si tu pouvais connaître les gens au-delà de la façade qu'ils veulent bien te présenter, même lors de la première rencontre. Imagine si tu pouvais soudainement retenir les détails qui font la différence dans une relation, les détails qui charment. J'ai pu constater dans les métiers de la gestion de patrimoine, qui sont donc des métiers de relation avec le client, que certaines personnes pouvaient vraiment faire une très très forte impression, même auprès de banquiers eux-mêmes, simplement parce qu'ils avaient des détails charmants, c'est-à-dire qu'ils avaient une mémoire hors pair, ils se rappelaient l'anniversaire de tout le monde, même l'anniversaire des enfants, le prénom des enfants, quel était leur sport, etc. Ils avaient une mémoire considérable qui leur permettait de retenir ces détails justement qui font la différence. Et puis, peut-être qu'on peut aussi imaginer connaître nos clients mieux que leur propre mère. Réussir à leur proposer des solutions qui sont à la fois idéales parce qu'elles vont les servir au mieux, mais également irrésistibles pour qu'ils puissent les acheter et en profiter. Donc tu vois qu'on va pouvoir développer sur ces 3 domaines-là, et on va d'ailleurs faire ça en 3 parties. La première partie, on va voir comment tirer les vers du nez sans torture ni explosion. En deuxième, on verra comment faire de l'espionnage indirect, ta toile d'araignée façon CIA. Et la troisième partie, ce sera la méthode du vieux marketeur pour ne plus jamais avoir faim. Déjà, juste avant de rentrer dans la première partie, je t'invite à noter le podcast 5 étoiles, et en parler à un ami pour que lui aussi puisse bénéficier de pouvoir et influence et puisse augmenter son pouvoir et son influence. Donc, je te retrouve sans plus attendre dans la première partie qui est « Tire-leur les vers du nez sans torture ni explosion ». Si tu es un auditeur assidu de ce podcast, tu te rappelles certainement de l'épisode qui s'appelait « Dissimule tes intentions ». Et finalement, dans cet épisode, qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit que pour dérouter un ennemi, il fallait dissimuler nos intentions, simplement parce que, en les dissimulant, on ne permet pas à notre interlocuteur de se préparer. C'est-à-dire que quand il va se retrouver face à notre action, face à notre démarche, il va devoir improviser, il va devoir être surpris. Notre devoir, c'est donc d'être à l'inverse, en mesure de pouvoir prévoir et de ne pas se laisser surprendre. C'est ça qui va nous permettre de prendre le dessus, parce que quand on connaît la stratégie de son adversaire, on peut bien plus facilement la contrer que si on la découvre au fil de l'eau, et puis ça va nous éviter certaines erreurs du type ligne Maginot, qui sont quand même des défaites cuisantes de manque de préparation. Et ce qu'on veut découvrir chez un concurrent, qu'on soit une entreprise ou voire même salarié et qu'on souhaite obtenir une promotion qu'une autre personne ne devrait pas obtenir parce que évidemment il n'y a qu'un poste pour tout le monde, on peut capitaliser sur 2 choses et sur la découverte de 2 éléments particuliers de nos concurrents. Le premier élément, ce sont les faiblesses de ce concurrent sur lesquelles on va pouvoir capitaliser.
Et le second élément, ce sont les intentions de notre concurrent qu'on va pouvoir contrer. Je vais commencer par te parler de capitaliser sur ses faiblesses, puis on passera très rapidement sur les intentions. Comment est-ce qu'on fait pour capitaliser sur les faiblesses d'un concurrent? Il y a deux manières. La première manière, c'est une manière négative, et la deuxième manière, c'est une manière positive. La manière négative de capitaliser sur une faiblesse, c'est de taper sur le défaut d'un concurrent. C'est-à-dire que on met au grand jour, on dévoile ce défaut, cette tare qu'il a, pour mettre en avant que finalement, en comparaison, on est quand même bien mieux que lui. La méthode positive, donc la méthode qui crée, c'est de prendre une approche inverse et au lieu de taper, on veut construire. On veut construire quoi? On veut construire une excellence là où l'autre est mauvais, là où les autres sont mauvais, je pourrais ajouter, pour te permettre de sortir du lot, pour te permettre d'être remarquable et de créer de la valeur supplémentaire sur ton marché et donc d'avoir l'approbation du public, de ton entourage et de pouvoir réellement apporter quelque chose. La deuxième partie que je veux traiter, ce sont de découvrir les intentions de ton interlocuteur, de ton concurrent. Là, encore une fois, on peut adopter deux approches, une approche positive et une approche négative. L'approche négative, quand on connaît les intentions de notre concurrent, c'est bien sûr d'empêcher, de lui mettre des bâtons dans les roues, de le contraindre dans son avancée pour nous permettre de prendre les devants. Et la manière positive de contrer les intentions de nos adversaires, c'est de faire attention à ne pas nous faire devancer. J'imagine les cas de Nokia, par exemple, un Nokia qui était fabricant de téléphones et qui malheureusement a coulé parce qu'ils n'ont pas pris le détour du smartphone, le virage du smartphone aurais-je dû dire. Et s'ils avaient peut-être espionné leurs concurrents, s'ils avaient eu un peu d'humilité pour justement ne pas se faire devancer, peut-être qu'ils seraient survécus et qu'ils seraient aujourd'hui en pole position, gagnant bien plus d'argent que maintenant. Donc tu as bien compris, première stratégie, anticipation, enfin la stratégie positive, anticipation, seconde stratégie, empêcher l'autre d'agir, donc vraiment agir contre lui finalement, c'est entrer en guerre entre guillemets. Maintenant, fais attention parce que dans ces stratégies que je t'ai données, je t'ai bien précisé que l'une était positive, l'autre négative. Je n'ai pas précisé sa définition parce que je pense que tu la connais, mais peut-être qu'un petit rappel ne fait pas de mal. Une stratégie positive, c'est une stratégie qui crée et qui construit. Une stratégie négative, à l'inverse, c'est une stratégie qui vise à casser, à retirer, à soustraire. Et je t'invite à faire attention à la stratégie négative, parce que la stratégie négative est une stratégie qui est uniquement réactive. Tu as toujours un temps de retard, parce que pour détruire quelque chose, il faut d'abord qu'il soit construit, et donc il faut d'abord que notre concurrent fasse quelque chose. Ce n'est donc pas une posture adaptée si tu veux être un innovateur, si tu veux être à la pointe de ton domaine, parce qu'en étant quelqu'un qui casse, on ne peut jamais être le premier. Surtout que quand on se retrouve aux manettes, on finit bien souvent très embarrassé. Mais maintenant, tu vas peut-être me demander, ok, c'est bien, on a ces quelques petites idées, ces quelques petites stratégies sur comment utiliser les secrets des autres, mais comment on fait? Comment on fait? Parce que les secrets, ça sort pas si facilement. Les secrets, on tape pas sur internet quel est le secret de mon plus grand concurrent et on le trouve. Ce n'est pas si facile. Et donc, je vais te donner deux stratégies de moyen terme et deux stratégies de court terme pour te permettre de révéler les secrets des autres et justement en tirer parti avec les stratégies dont on vient de parler. Je vais commencer par le moyen terme parce que j'ai une préférence pour ces stratégies plus construites et plus pérennes. Premièrement, la première stratégie, je l'ai appelée jouer au golf. Jouer au golf, pourquoi? Simplement parce que c'est un bon moyen, un bon moment pour partager des instants informels, des instants qui sortent du cadre professionnel avec des gens qui sont autour de toi. Comment et pourquoi c'est important d'avoir des moments informels? C'est parce que c'est révélateur. Les gens se libèrent, les gens ne sont plus engoncés dans leurs costumes qu'ils ont du mal à porter, ils ne se sentent plus sous le feu des projecteurs et des caméras en permanence, ils se sentent plus libres et c'est à ce moment-là qu'ils vont pouvoir se livrer à toi. C'est comme ça que tu vas pouvoir dépasser le vernis que chacun pose sur sa personnalité. En discutant de manière informelle, que ce soit autour d'un verre ou au golf ou dans un autre sport qui te permet de rencontrer des gens qui font le même métier ou qui sont d'intérêt pour toi, tu peux vraiment avoir des discussions plus profondes sur le sens de la vie, sur plein de choses comme ça qui vont te donner des indices sur la psychologie de tes interlocuteurs. Tu pourras ainsi connaître leur goût, ce qui leur plaît et aussi par conséquent, les manières de bien paraître. Si tu sais que tu as en face de toi un fan d'automobile, eh bien tu pourras, à l'occasion, la prochaine fois, lui toucher deux mots de ton ami collectionneur qui a une superbe Porsche dans son garage. Peu importe, tu vas pouvoir te mettre en bonne position, te faire bien voir, simplement parce que tu connais les goûts et les manières de bien paraître auprès des autres.
Et ça, bien sûr, uniquement si tu connais suffisamment la personne. On imagine tous la gaffe qu'on pourrait faire en disant qu'on adore tel artiste alors que l'autre le déteste, ça pourrait mettre un terme à la relation. Deuxième stratégie de moyen terme, c'est de connaître ses passions. De connaître ses passions pour connecter plus facilement. Alors je t'ai parlé du golf tout à l'heure, on pourrait dire que le golf c'est une passion, c'est vrai, mais tu peux aller encore plus loin. Parce que non seulement avoir des passions en commun est une splendide manière d'avoir ces moments informels dont je te parlais plus tôt, mais en plus, c'est une manière splendide de faire passer la relation au niveau supérieur. On passe de la relation d'un client à la relation d'un ami, d'une personne qui est dans notre réseau, parce qu'on connecte, on est émotionnellement sur le même plan. Du coup, on a envie de partager, on a envie de se confier, on a envie de collaborer. Et c'est comme ça que tu vas transformer tes clients en réseau, tes clients en amis, et qu'ils vont te recommander, qu'ils vont avoir de la fidélité avec toi, et qu'aussi peut-être avoir des opportunités. Parce que quand quelqu'un parle de toi à tout le monde, forcément, il y a des opportunités qui peuvent se créer, parce que la personne dit, tiens, bah voilà, j'avais besoin d'un coach en gestion du temps, là tu viens de m'en parler, j'avais un peu oublié le truc, mais tiens, passe-moi le numéro de Lucien, on va en discuter. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Pour ça, ce que je te recommande de faire, c'est peut-être la stratégie la plus compliquée à mettre en place de celle que je vais te proposer, c'est d'avoir une curiosité pour plein de domaines et d'avoir une large culture générale. Parce que bien souvent, les gens que tu rencontres auront des passions diverses, en particulier si tu as beaucoup de clients différents, tu ne pourras pas te focaliser uniquement sur la passion de l'un d'eux ou sur la passion de l'autre. Il faudra savoir un petit peu de tout, savoir communiquer avec tout type de personnes et donc avoir les mêmes références culturelles que ces personnes-là. Maintenant, passons aux démarches de court terme, et la première est une compétence que je te recommande d'acquérir le plus rapidement possible, c'est celle de faire parler l'autre. Faire parler l'autre, ça veut dire quoi ? En sous-jacent, ça veut dire que ta compétence, c'est d'écouter, parce que personne n'aime parler quand il n'est pas écouté. Donc c'est ça qu'on va pouvoir développer ensemble, et je vais te donner quelques petits conseils que j'ai glanés au fil des années, et qui me permettent aujourd'hui d'être bien meilleur questionneur qu'avant. Parce qu'en fait, l'enjeu pour faire parler l'autre personne, c'est qu'elle se sente valorisée, c'est qu'elle sente que tu n'es pas dans le calcul, mais qu'au contraire, tu es complètement sincère dans ta démarche et que tu as réellement envie d'en savoir plus, envie de te développer et de développer la relation avec elle. Personnellement, j'ai toujours été assez mauvais à ça. Ça n'a jamais été mon fort parce qu'un petit peu comme tout le monde, j'aimais bien beaucoup plus parler de moi, mettre mon ego en avant, me faire mousser, alors sans forcément non plus aller dans les excès de certains, mais on aime tous parler de nous en premier, on aime tous la ramener, on aime tous plutôt nous mettre en avant plutôt que de faire parler les autres. Et ça, ma formation de coach m'a énormément aidé et c'est pour ça que je veux te donner quelques clés qui vont te permettre de rebondir bien plus facilement quel que soit le type de relation. Ça peut être, si tu veux, une relation de séduction, une relation professionnelle, une relation en famille, peu importe. Toutes les relations se prêtent à ce jeu de rebondir par des questions pour faire parler l'autre, le valoriser, mieux le comprendre et ensuite pouvoir développer des relations plus profondes. Donc je vais te donner 6 manières, je crois, de rebondir, 6 manières d'avoir une conversation intéressante et de faire parler l'autre personne. Déjà, avant de rentrer dans ces manières, je tiens à te dire que la sincérité de ta démarche fera la moitié du boulot. Si on sent que tu questionnes pour questionner, que tu questionnes pour avoir des infos, là, c'est terminé. Autant ne même pas jouer. Donc, première manière, c'est de rebondir sur les enjeux. De rebondir sur les enjeux, c'est-à-dire que la personne te parle de quelque chose, elle te dit par exemple, bah tiens, je venais de crever sur l'autoroute, et toi, ce que tu peux dire, c'est en quoi est-ce que c'est un problème pour toi ? Qu'est-ce que ça a créé ? Est-ce que ça a fait que tu as été en retard à un rendez-vous ? Est-ce que ça a eu une conséquence que tu ne m'as pas dite ? Le but, c'est de jouer sur les enjeux, sur les conséquences, sur pourquoi est-ce que tu me racontes ça en fait ? Pourquoi est-ce que c'est important aller creuser dans cette direction-là ? Seconde direction dans laquelle je t'invite à creuser, c'est la direction de l'émotion. Parce qu'en tant qu'être humain, la chose qui nous définit face aux événements, ce sont les émotions, donc la manière dont on vit les événements. Évidemment, parler de nos émotions, c'est quelque chose qui est assez intime, mais c'est quelque chose qui est très valorisant parce que là, on sent qu'on dit quelque chose que personne d'autre n'aurait pu dire parce que précisément, personne d'autre n'a vécu les émotions comme nous, on l'a vécu. Et donc là, une question simple que tu peux poser, mais je t'invite vraiment pas à apprendre ces questions par cœur, mais plutôt à les créer, à les inventer de manière contextuelle dans la conversation. Ce serait de dire comment est-ce que tu t'es senti ? Comment est-ce que tu t'es senti d'avoir crevé sur le bord de l'A4 ? Voilà, tu poses cette question.
Est-ce que t'as pleuré? Est-ce que tu t'es retrouvé en détresse? Quel était le sentiment qui te traversait? Ensuite, et d'ailleurs, attends, je te fais une petite précision, une petite parenthèse, ces questions sur les émotions, il y a certaines personnes qui y sont allergiques, un certain mâle qui n'aiment pas parler de ces choses de sensibles, eux évitent de parler parler des émotions, c'est un petit conseil comme ça. Manière suivante de rebondir, c'est de rebondir sur le contexte, de demander, par exemple, on reprend cet exemple de crevaison, j'avais pas du tout prévu de le prendre, mais maintenant qu'on est lancé, on peut continuer. D'accord, ok, t'as crevé sur la 4, mais où est-ce que tu allais? Dans quelle direction? Qu'est-ce que tu faisais? Pourquoi t'étais là à ce moment-là? Pourquoi à cette heure-ci? Etc. Donc là, des questions qui portent sur le contexte. Ensuite, le point suivant pour rebondir, c'est de questionner sur des détails utiles. Donc je n'ai pas de détails utiles en question, mais là, est-ce que tu avais un cric? Est-ce que tu avais une roue de secours? Décidément, cet exemple commence à partir de plus en plus en cacahuète. Maintenant, question suivante pour rebondir, c'est d'aller dans une plaisanterie rassurante. Donc la plaisanterie rassurante, c'est de compatir avec l'autre personne et de lui montrer qu'on est de son côté. Souvent, les gens, quand ils nous racontent une histoire, ils ont la peur, au fond, d'être jugés. La peur qu'on ne valide pas leur comportement, qu'on soit un petit peu en train de se dire « mais en fait, quel con, il aurait quand même bien pu s'en sortir ». Et donc la plaisanterie rassurante, ça permet aux gens qui sont en face de toi de se sentir écoutés, de se sentir soutenus et de libérer leurs paroles parce qu'ils savent que tu les écoutes, que tu ne les juges pas et même qu'au contraire, tu es de leur côté. Une plaisanterie rassurante, ça pourrait être de dire, tu rencontres un de tes amis qui vient de passer un entretien dans lequel il s'est fait un petit peu allumer dans son entretien annuel ou je ne sais pas quoi, et tu peux lui dire, ah oui, alors là, franchement, c'est vrai qu'ils t'ont pas loupé. Et ça a deux vertus. La première, c'est de créer cette connexion, de créer ce rapprochement, parce qu'on voit qu'on se comprend. Alors, encore une fois, je tiens à appuyer sur la sincérité de la démarche, parce que si c'est faux cul, ça se sentira à 10 000 km, à moins que tu sois un expert du mensonge, ce qui n'est pas mon cas. Et donc, deuxième vertu de cette plaisanterie rassurante, c'est que ça pousse à développer, ça pousse à rentrer dans l'histoire, ça pousse à rentrer dans le sensationnel, justement parce que la personne se sent libérée du poids du jugement, parce qu'il se dit c'est bon, le jugement est de mon côté. Souvent quand on entend ça, c'est ah oui vraiment ils t'ont pas loupé, et puis l'autre personne va nous dire ah ouais puis en plus tu sais pas quoi, quand ils ont fermé la porte, ils m'ont dit que bon qu'ils espéraient pas me voir l'année prochaine, ou tu vois ils vont continuer à te raconter l'histoire en te donnant plus de détails et plus d'émotions parce qu'ils se sentent en sécurité. Et d'ailleurs ça c'est un point que j'aurais pu aussi aborder dans le contexte général de la conversation, c'est qu'une personne qui parle avec toi doit non seulement se sentir écoutée, mais aussi en sécurité. C'est pour ça qu'on parle souvent de la communication dans le couple, de cette chose fondamentale qui fait que tant de personnes divorcent, etc. Moi, j'ai pas de jugement à porter là-dessus, mais si les gens se sentent en sécurité, ils peuvent communiquer. S'ils ne se sentent pas en sécurité, à l'inverse, ils vont tenir leur langue. Ils vont, ouais, mais je te l'ai pas dit parce que je savais pas comment t'allais réagir. Je te l'ai pas dit parce que tu m'aurais mis une baffe. Ça, c'est le genre de contexte dans lequel, forcément, on n'a pas envie de communiquer, on ne se sent pas en sécurité, pas en mesure de faire passer nos idées. Dernière manière de rebondir, et celle-là va peut-être un petit peu plus te surprendre, c'est de rebondir par le silence. Être à l'aise dans le silence, c'est une vertu incroyable. C'est une vertu qui va te permettre de faire parler l'autre en lui laissant le temps de réfléchir. Ça, c'est vraiment une astuce de coach que je te donne parce que j'en avais aucune idée avant. Si tu laisses le silence s'installer, l'autre personne a le temps de respirer, a le temps de prendre justement un moment pour réfléchir à la situation et parvenir à de nouvelles conclusions. Si à l'inverse, c'est une conversation, un bâton rompu qui ne s'arrête jamais, personne n'a le temps de réfléchir, personne n'a le temps de progresser, et personne n'a le temps de découvrir une nouvelle façon de penser, personne n'a le temps de vraiment se poser les questions de fond. Et le silence est un outil très agréable, un outil très puissant, qui montre également ta confiance en toi, parce que les gens qui n'ont pas confiance, les gens qui se sentent un petit peu moins bons que les autres, ont énormément de mal avec le silence. Ils ont du mal avec le silence parce qu'ils se disent « Oh, mais en fait là je ne dis rien, donc ça se trouve il va se barrer parce que je suis pas intéressant ». Voilà ce qui se passe dans leur tête en sous-jacent. Donc avec ces 6 manières, et puis quelques petits bonus que je t'ai donnés par-ci par-là,
tu vas pouvoir découvrir la façon de penser de tes interlocuteurs, parce que c'est en racontant des anecdotes qu'on se rend compte, tiens, quand lui, il crève sur l'autoroute, il appelle sa mère, ou alors il appelle les pompiers, ou alors il appelle la police, ou alors, comme tout le monde, il appelle la dépanneuse ou son assurance, peu importe. Mais tu vas remarquer des schémas, remarquer des manières de fonctionner qui te seront très utiles pour juger le caractère de ton interlocuteur. Et puis en plus, tu auras peut-être des informations utiles, parce que tu sauras qu'il était en route pour aller dans un rendez-vous très important avec je ne sais quelle personne. Maintenant, je vais passer à la seconde stratégie de court terme pour te permettre de tirer les vers du nez de tes interlocuteurs. Et ça, on en a déjà parlé dans l'épisode « Utilise ton honnêteté et ta générosité comme des armes ». Donc je ne vais pas trop m'appesantir là-dessus. C'est basé sur le principe de réciprocité, c'est de donner des faux secrets aux autres pour qu'ils se sentent redevables de nous en donner, mais dans leur cas des vrais. Donc l'objectif, c'est, tu as deux choix, soit de dire quelque chose qui est complètement faux dès le départ, ou alors de donner un secret qui en fait n'en est pas réellement un, ou qui n'est pas un secret très important, pour ensuite que l'autre se dise « Ah la vache, on est vachement proche, il me donne des secrets, tout ça », et puis que lui aussi se sente à l'aise de te donner ces petits secrets, et donc de te dévoiler ce que toi tu as envie de savoir. Voilà, c'est terminé pour ces 4 méthodes pour nouer des relations plus fortes. D'ailleurs, surtout les 3 premières. La dernière, les faux secrets, c'est pas forcément la manière la plus optimale, surtout si ça finit par être grillé. Et maintenant, je vais te passer à la deuxième arme de l'espion, qui est le réseau façon CIA. En fait, tout ce qu'on a vu jusque-là, tu vas pouvoir le rentabiliser encore davantage grâce à l'effet de levier du réseau. Là, tout ce qu'on a appris ensemble, c'est finalement quelques petites règles pour te permettre d'avoir des meilleures relations avec les autres de manière générale. J'ai pas pris une relation particulière, ça aurait mérité une explication complètement différente. Là, c'est pour te permettre d'être un petit peu en mode couteau suisse et de pouvoir bien plus facilement rentrer en relation, en interaction et en confiance avec les personnes que tu rencontres. L'avantage de ça, c'est que tu vas pouvoir développer des connaissances, développer un réseau, qui va te permettre d'avoir des informations et d'espionner les autres, même quand tu n'es pas là. Finalement, un bon réseau, c'est un peu comme le don d'ubiquité. Ça te permet d'être partout en même temps. Par contre, attention, parce que tu te retrouves dans une situation bien connue, qui font des super histoires et des super romans d'espionnage, tu te retrouves dans la situation où il y a un intermédiaire. Et bien sûr, tout intermédiaire peut retourner sa veste, et voilà, je pense que j'ai pas besoin de te citer des films d'espions dans lesquels il y a forcément l'informateur qui file des fausses informations parce que on l'a encore payé plus cher de l'autre côté. Donc je pense que tu l'as compris. La première qualité d'un réseau est sa fiabilité, et pour ça on va voir ensemble 3 techniques de la mafia pour te permettre de vérifier que ton réseau est de bonne qualité. Je te rassure, il n'y aura pas de corps dans un sac ou dans le coffre d'une berline, on ne va quand même pas aller sur ce terrain-là. Première méthode, c'est d'annoncer des nouvelles et de voir les réactions. Ça, Robert Greene nous en parle dans Les lois de la nature humaine, c'est un autre de ses livres, un autre livre qui complète la collection des 48 lois du pouvoir. Ce qu'il nous explique dans Les lois de la nature humaine, c'est qu'en fait, quand on annonce une nouvelle, quand on annonce quelque chose, tes interlocuteurs ne peuvent pas s'empêcher d'avoir une réaction instinctive qui dévoile leur réelle pensée. Une réaction instinctive qui dure une microseconde, mais pendant laquelle leur vraie pensée est imprimée sur leur visage. Ensuite, ils pourront remettre leur masque, ensuite ils pourront faire semblant d'être tristes pour toi, mais par exemple, si tu annonces une mauvaise nouvelle et que tu vois un de tes interlocuteurs qui a un petit sourire en coin à l'espace d'un instant, tu peux raisonnablement penser que celui-ci, tu ferais mieux de ne pas trop lui en demander et certainement de ne pas trop lui en dire. Le point suivant pour évaluer ton réseau, c'est de faire des pièges. Les pièges, c'est quoi ? C'est lancer une information différente à plusieurs personnes différentes et voir qui finit par te trahir. Donc là, bon, encore une fois, je te laisse voir les films de mafia pour t'inspirer. Et ensuite, la dernière stratégie dont je veux te parler, et ensuite on verra ce qu'on peut faire d'un réseau fiable, c'est des stratégies de défense. Parce que la défense, c'est ça qui est aussi très important, c'est que quand tu as des personnes qui essayent de se renseigner sur toi, qui essayent de t'espionner comme toi tu essayes de les espionner, tu peux faire en sorte de les perturber en mettant en place de la désinformation. Et là, on va en parler, ou on en a peut-être déjà parlé un petit peu dans les épisodes jusqu'à maintenant, mais en tout cas on parlera bientôt de mystère, on parlera bientôt de comment avoir une image un petit peu insaisissable, et c'est là que ça rentre en compte. Ça rentre en compte parce que quand tu es insaisissable, quand les personnes ne peuvent pas réellement comprendre quelles sont tes intentions, tes motivations et comment est-ce que tu vas fonctionner,
ça crée une sorte de désinformation, les choses ne sont pas toutes cohérentes, on a du mal à te comprendre et on a du coup du mal à répondre à tes actes. Parce qu'encore une fois, je te rappelle que l'objectif depuis le début de cet épisode, c'est toi de pouvoir prévoir ce que les autres vont faire pour mieux y répondre et que les autres ne puissent pas prévoir ce que toi tu fais pour qu'ils puissent moins bien y répondre. Bon, maintenant qu'on a trouvé ces 3 techniques de mafieux, on va passer à des méthodes qui sont utilisables une fois que tu es assuré que ton réseau est fiable. Première utilisation de ton réseau, c'est bien sûr de demander des recommandations, voire même de solliciter des informations sur des personnes particulières pour savoir si elles sont fiables ou pas. Et ça, franchement, c'est de l'or en barre. On a souvent des personnes qui cachent des mauvaises intentions derrière de grandes valeurs, derrière de grandes déclarations, derrière des conférences magnifiques où ils se parent de très bonnes intentions. Et puis finalement, quand tu parles avec des gens qui ont travaillé avec eux, quand tu parles avec des gens qui ont juste eu un contrat ou juste traité avec cette personne, tu te rends compte que là-dessous, il y a quand même quelques petits trucs qui sont louches et que t'as pas très envie de bosser avec eux. Donc savoir utiliser son réseau pour connaître, pour aller derrière les belles intentions, c'est vraiment très important. Ça va t'éviter des collaborations foireuses avec des gens. Pour ça, il y a plein de manières de faire, mais utilise ton réseau, ça veut dire que d'abord tu dois le développer. On n'en a pas parlé dans cet épisode, il y aura peut-être d'autres épisodes dans lesquels on parlera plus précisément de développer son réseau. Et je veux te donner un dernier avertissement sur ce point en particulier. Souvent, les plus belles intentions cachent d'autres choses. Parce qu'en fait, se draper d'une grande mission, comme de sauver les enfants de la famine, comme de modifier, de transformer l'éducation, c'est un petit peu dangereux parce que les gens ne posent pas de questions. Si tu dis, moi je fais de la charité en Afrique, je sauve des femmes battues, tu as tellement de bonnes intentions que personne n'oserait remettre en question ton business model par exemple. Parce que ça se trouve, tu craches plein de pognon par les fenêtres sans vraiment t'en rendre compte, ou alors pour arnaquer les gens qui te donnent de l'argent, mais personne n'ira te poser la question parce que c'est impoli. C'est impoli de demander à quelqu'un qui est hyper généreux qu'est-ce qu'il fait exactement de l'argent qu'on lui a donné. Et donc ça, fais vraiment attention. Moi, je sais que j'ai un niveau de méfiance et d'alerte supérieur quand je vois quelqu'un qui a des très bonnes intentions, qui est en tout cas qui a une super réputation pour avoir des bonnes intentions, parce que bien souvent, ça peut cacher des choses et ça peut faire accepter des choses aux gens qui sont autour de lui qui ne sont pas normales et que tu ne dois pas, toi, accepter. Autre utilisation de ton réseau, mais cette fois c'est une utilisation plutôt passive, c'est tu vas avoir des infos quand on parle de toi. Moi, je sais que je connais pas mal de gens dans le domaine des entrepreneurs en ligne, quelles que soient les niches d'ailleurs, et régulièrement, quand quelqu'un parle de moi, j'ai une info, je dis et je reçois un message, tiens, peut-être que tes oreilles ont sifflé, on a parlé de toi hier, voilà. Donc je pense pas que ça arrive quand on parle de moi extrêmement négativement, sauf quand j'ai des personnes que je connais très bien, mais au moins ça me permet de savoir un peu qui parle de moi, qui a des nouvelles là-dessus, qui répand des choses sur moi. C'est assez important, assez intéressant, quand tu as les pieds bien ancrés dans un domaine, dans un milieu, de savoir un petit peu comment ça se passe, de savoir qui est finalement ton ami ou ton ennemi. Ensuite, ça te donne évidemment des opportunités de rencontre parce que quand tu as un bon réseau, eh bien, tu peux parler de tes projets avec ces personnes. Si tu te dis, bah tiens, moi je veux lancer une agence immobilière, bah peut-être que dans ton réseau, tu auras des gens qui diront, ah oui, mais je connais un super agent immobilier, ou alors ah oui, je connais telle ou telle personne ou telle ressource qui va te permettre de mieux avancer. Donc ça te donne à la fois des opportunités de rencontre, mais aussi des opportunités d'apprentissage. Et puis le dernier point, c'est que là on a beaucoup parlé de prendre, mais il s'agit aussi de donner. Parce que dans un réseau, c'est l'auberge espagnole, on prend autant que ce qu'on donne. Et donc, il s'agit aussi, toi-même, d'espionner et d'apporter de la valeur à ta famille, à ton clan, aux personnes qui sont dans ton réseau et auxquelles tu tiens. Donc si quelqu'un, par exemple, tend à critiquer de manière diffamante quelqu'un de mon réseau que je connais, que j'apprécie particulièrement, sois certain qu'il le saura. Sois certain que je lui passerai le mot pour qu'il ne se fasse pas avoir simplement parce que je tiens à lui. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que toi tu peux apporter et c'est quelque chose que je t'invite à faire parce que si tu fais que prendre, ton réseau va s'effilocher, ton réseau ne va plus jamais rien t'apporter. On arrive maintenant à la troisième partie qui est l'état d'esprit du vieux marketeur pour récolter des informations croustillantes et intéressantes. Je ne sais pas si tu t'es toi-même intéressé au marketing, mais en tout cas, à un moment, ça m'a énormément intéressé parce que je me suis dit, ok, tu fais de la formation, tu fais du coaching, mais si personne ne sait que c'est bien ce que tu fais, que c'est génial, que ça apporte tel et tel résultat,
eh bien, tu vas te retrouver un peu à la rue, parce que finalement, ceux qui promettent plus, ceux qui savent se vendre, même s'ils sont moins bons que toi, ils vendront, alors que toi non, et donc ils apporteront plus de valeur, parce que c'est en ayant des clients qu'on apporte de la valeur vraiment intense et vraiment profonde aux gens. Et c'est aussi comme ça qu'on se crée un réseau, on en a parlé juste avant. Et quand je me suis intéressé au marketing, je me suis rapidement rendu compte qu'il y avait énormément de techniques, mais c'était très décevant. Très décevant, pourquoi ? Parce que toutes les techniques sont superficielles. Méfie-toi des livres qui te promettent de te parler de 12 techniques pour réussir à convaincre n'importe qui. Parce qu'en fait, il y a un principe sous-jacent, un principe bien plus important, une science même tout entière, qui s'appelle la psychologie humaine. Et c'est uniquement en étudiant la psychologie de tes clients que tu vas réussir à mieux les comprendre. Et quand je dis client, je pense que tu peux comprendre ton patron, tes collègues, ta famille, enfin tout le monde, tous les gens qui sont autour de toi, tu peux les comprendre, pas avec des petites techniques, pas avec les 12 conseils pour choper en boîte, tu peux les comprendre en comprenant leur psychologie. Comprendre la psychologie des autres, ça passe par quoi ? Ça passe, par connaître les règles de la psychologie de manière générale, donc comprendre un petit peu comment l'humain fonctionne de manière générale, et je pense que les 48 lois du pouvoir et le podcast Pouvoir et Influence sont là déjà pour t'aiguiller, pour t'aider à mieux comprendre les choses, notamment le tout dernier épisode, celui qui est juste avant celui-là, il est extrêmement important dans ce domaine-là, donc je t'invite très fortement à l'écouter. Et puis ensuite, une fois que tu connais ce domaine général de la psychologie, il n'y a pas besoin d'être psychologue, hein. Il faut connaître un petit peu les ressorts psychologiques, mais il n'y a pas non plus besoin de passer des années là-dessus. Et ensuite, tu dois adapter ça, réussir à l'adapter à chaque personne que tu rencontres. Et cette mentalité de marketeur, elle a commencé à s'infuser en moi d'une manière assez particulière, d'une manière assez intéressante que j'ai envie de te transmettre maintenant. Cette manière de fonctionner, c'est que le marketeur a une obsession, c'est de comprendre son client et de noter tout ce qui pourrait l'aider à mieux convaincre, à mieux aider, à mieux rendre service. Et donc moi, c'est pas encore parfait, c'est pas encore parfaitement développé, je connais des amis qui sont vraiment excellents là-dedans, moi j'en suis pas encore là, mais le marketeur, le vieux marketeur, a une sorte d'interrupteur mental, et dès qu'il discute avec quelqu'un qui est dans le profil de son client, ça s'enclenche et il commence à prendre des notes, il commence à poser des questions, il commence à creuser pour aller comprendre les motivations profondes. Comprendre les motivations profondes, c'est extrêmement important. Je te donne un exemple tout de suite. Si tu es entrepreneur, marketeur, vendeur, ça va te parler. Si tu ne l'es pas, écoute bien parce que c'est quelque chose de très intéressant qu'on ne découvre pas autrement. En fait, si tu regardes ce que je vends sur Riche de Temps, je prends encore cet exemple parce que c'est celui que je connais le mieux. Texto, je vends un coaching en productivité. Coaching en productivité, ça veut dire quoi ? On pourrait se dire, la personne qui veut acheter un coaching en productivité, en fait, elle veut gagner du temps. Oui, mais en fait non. En fait non, parce que gagner du temps, ce n'est qu'une motivation superficielle. Derrière cette volonté de productivité, de gagner du temps, plein de choses peuvent se jouer, plein de mécanismes psychologiques bien plus profonds sont enclenchés. Dans le cas de la productivité, c'est par exemple une envie d'avoir des relations plus épanouies et une envie de mieux paraître en société. Parce qu'évidemment, quand tu es plus productif, tu peux réaliser plus et donc avoir une sorte, je vais pas dire être impressionnant pour les autres, mais tu vois un petit peu l'idée. Tu deviens une personne, waouh, le mec il a une bonne éthique de travail, il bosse bien, tu as de la reconnaissance. Ça mène aussi à se sentir spécial, parce qu'évidemment c'est extrêmement satisfaisant de voir que toi, en une après-midi, tu as fait ce qu'un autre ferait en une semaine. Donc tu vois qu'il y a plein de motivations différentes qui peuvent se cacher derrière la volonté apparente de prendre un coaching en productivité. Et c'est très bien, simplement toi tu dois les comprendre. Tu dois les comprendre non seulement chez tes clients, mais aussi chez les autres. Tu remarqueras qu'en entreprise, certaines personnes ont envie de bien paraître, d'être toujours le meilleur, d'être toujours aimé de tout le monde, de faire la petite blague. Mais au fond, pourquoi il fait la petite blague ? Pourquoi il fait la petite blague ? Est-ce que c'est parce qu'il veut être populaire ? Est-ce que c'est parce qu'il veut se racheter, parce qu'il a l'impression d'être un connard par ailleurs ? Est-ce que c'est parce qu'il n'a pas assez confiance en lui, du coup il n'arrive pas vraiment à parler, à s'exprimer, du coup il est obligé de le faire sous forme de blague ? Tu vois, il y a plein de choses qui peuvent se cacher derrière ça, et c'est à toi de les analyser. Donc avant de les analyser, évidemment, ce que je te recommande, c'est d'étudier un peu plus en profondeur la psychologie humaine elle-même,
toi-même, parce que c'est ça qui va te permettre d'avoir des clés d'analyse. C'est comme si aujourd'hui je te demandais d'analyser des cartes météo, ou qu'on me demandait d'analyser des cartes météo, comme j'ai aucune idée de comment on fait, je pourrais bien avoir la carte sous les yeux que je ne saurais pas vraiment quoi en tirer. Là-dessus, comme d'habitude, je te recommande toujours le même livre, c'est Système 1, Système 2. Système 1, Système 2, c'est vraiment absolument essentiel. Tu as aussi les lois de la nature humaine de Robert Greene qui sont très intéressantes pour justement un peu mieux comprendre qu'est-ce que c'est un humain au fond, qu'est-ce qu'on peut attendre de lui, qu'est-ce qu'on ne peut pas attendre de lui, qu'est-ce qui forge l'être humain au fond de lui. Finalement, la caisse à outils du vieux marketeur, c'est une sorte d'état d'esprit d'ouverture. C'est cet effort dont je te parle si souvent, de te concentrer sur l'autre plutôt que d'être sans arrêt absorbé par toi. Et c'est une qualité qui est indispensable si tu veux vraiment réussir. Tu dois comprendre les autres, tu dois comprendre ce qui les motive, ce qui les fait bouger au fond d'eux. Parce que bien trop souvent, ce que je vois, ce sont des personnes qui sont concentrées sur la fin, sur leur objectif, bien plus que sur les moyens, sur les manières qu'ils vont pouvoir avoir d'accélérer l'atteinte de cet objectif. Ils sont tellement omnubilés par cette idée grandiose de ce qu'ils vont faire, qu'ils en oublient toutes les ressources qu'ils ont juste devant eux. Maintenant, rappelle-toi qu'en situation de compétition, l'information est la clé. Le premier levier, c'est toi et ta capacité à faire parler. Le second levier, c'est tout le réseau que tu vas te créer. Et le troisième levier, c'est l'état d'esprit du vieux marketeur, l'état d'esprit d'ouverture qui va te permettre de découvrir les secrets les mieux gardés. Maintenant, si tu as apprécié cet épisode, mets une note 5 étoiles sur iTunes au podcast, ça nous permettra d'augmenter notre pouvoir et notre influence. Et puis, parle-en à un ami qui a besoin et qui mérite de mieux réussir grâce aux dynamiques sociales. Je te retrouve la semaine prochaine, dimanche à 10h30. Bye.